L'eau. L'étoffe bleue des mers et des océans. Parure bleue des immensités profondes. Seules de rares espèces s'aventurent en pleine mer. La plupart vivent dans des récifs et leurs majestueux palais de corail. Sur ce territoire en miniature, on trouve des voisins qui sympathisent et des colocataires venimeux. Les cachettes ne manquent pas, les dangers non plus. La survie passe par des stratégies sophistiquées et justifie quelques impostures. En surface, c'est le calme plat. La houle ondule délicatement au-dessus du récif. Mais sous l'eau, c'est une autre histoire. Un mérou hurle des menaces. Des micros immergés rendent les sons audibles. Comme l'aboiement de poissons clowns en pleine dispute. Ou le rôt du petit poisson porc-épic. L'ambiance n'a rien de pacifique, comme le montrent ces deux crevettes qui s'en prennent à une étoile de mer. Et qu'un autre ne s'avise pas de s'incruster. Les crevettes arlequins raffolent des étoiles de mer. Qu'importe la couleur du moment que la chair est tendre. Une rascasse rouge rampe sur le fond. Elle entrera en action plus tard. Pour intimider l'ennemi, le crabe boxeur brandit deux anémones de mer urticantes entre ses pinces. Deux poissons clowns se disputent les faveurs d'une anémone. Un poisson crocodile lance son cri d'alerte un peu rauque. Dans le récif, il se passe toujours quelque chose. Et cela se fait rarement en douceur. Prise de bec entre des girelles. Des rascasses font la cour à une femelle. Certains n'hésitent pas à saccager le corail pour dénicher de la nourriture. Tout le monde n'a pas des méthodes aussi brutales, mais chacun a sa technique pour trouver de quoi manger. Des rougets fouissent le sable corallien et stockent les micro-organismes entre leurs dents. Les barbillons situés sur la mâchoire inférieure leur permettent de détecter des proies. Deux gobies labourent eux aussi le sable. Une technique laborieuse et moyennement efficace, contrairement à celle de l'arrêt pastenaque à pois bleu, qui s'enfouit entièrement dans le sable. Les gobies pourraient peut-être en profiter. Il suffit de demander. Il y en a une qui creuse, les autres regardent, à l'affût des restes.
Autre poisson, autre stratégie. Le baliste envoie un jet d'eau pour déloger ce qui se cache dans le sable. Il chasse les pique-assiettes en grognant. Il recommence son manège avec le jet d'eau, mais cette fois, il a affaire à un étrange visiteur. Rien ne sert de le poursuivre. Le mieux, c'est encore de lui envoyer du sable dans les yeux. Tous les poissons veulent manger, mais aucun ne veut être mangé. D'où la nécessité de savoir évincer ses prédateurs. Surtout pour les petits poissons. Ils sont des proies idéales, à condition de les attraper. Leur stratégie, se regrouper en bancs pour brouiller les pistes. Leur nombre déroute totalement les chasseurs rapides. Quant aux lents, ils ne sont pas dangereux. Mais que faire alors lorsqu'on n'a pas de congénères pour s'agglutiner, quand on vit seul ou en couple? On a recours à la bonne vieille méthode de l'invisibilité. Accroché au corail fouet, le poisson trompette peut à la rigueur être trahi par ses yeux. Les minuscules hippocampes se confondent avec les branches de corail. Seuls leurs mouvements permettent de les distinguer. Ne surtout pas ressembler à des proies. C'est la devise des poissons fantômes. Ils flottent, immobiles, et apparemment sans vie. Mais ils sont bien vivants. Le ventre de la femelle est rempli d'œufs qui attendent d'être fécondés. Le mâle s'exécute. Ce poisson s'est déguisé en brin d'algue. Le poisson-feuille Cacadoès se laisse bercer par la houle. Cette apparence monstrueuse n'est qu'un leurre. L'araignée de mer s'est affublée d'une éponge et cet accoutrement la rend méconnaissable. Les techniques de camouflage sont indispensables aux espèces petites et vulnérables. Mais même les plus féroces prédateurs savent avancer masqués. Les rascasses restent sur le fond, immobiles comme des pierres, et totalement imperturbables. Les murènes s'en prennent même à des poissons venimeux. Les rascasses attendent tranquillement qu'une occasion se présente. Puis se pétrifient à nouveau. Une stratégie immuable. De temps en temps, un individu déploie ses nageoires dorsales hérissées de piquants venimeux. Une pierre qu'il vaut mieux ne pas toucher. La baudroie se fond dans la végétation environnante pour pêcher en toute tranquillité. Elle a positionné sa canne à pêche vers l'arrière. À l'extrémité, une sorte de drapeau censé servir d'appât. Mais dès qu'elle se déplace, elle vend la mèche. Il existe plusieurs espèces de poissons pêcheurs de différentes tailles. Ils procèdent tous de la même façon.
Ils agitent leurs filaments et le petit poisson curieux tombe dans la gueule du loup. Le récif est le paradis des tricheurs de tout acabit. Mais certains privilégient le travail en équipe, la communication et la réussite collective. Le goby s'est allié avec des crevettes pistolets aveugles. Ils creusent un terrier commun où ils se sentiront en sécurité. Doté d'une excellente vue, le goby monte la garde. La communication est essentielle entre les parties. Les crevettes maintiennent un contact permanent avec leur gardien et lui prodiguent de brefs massages du ventre en signe d'apaisement. Voilà, l'abri est terminé. En cas de danger, on pourra se volatiliser en un clin d'œil. Travail d'équipe également sur les talus colonisés par les anémones de mer. Une girelle s'est empêtrée dans les tentacules venimeux. Elle sera récupérée, mais à moitié morte. On comprend mieux pourquoi la plupart des poissons respectent un périmètre de sécurité autour des anémones de mer. À l'exception des poissons clowns, qui eux sont immunisés contre leur venin. En contrepartie, ils protègent l'anémone de ses prédateurs. Mais parfois, les anémones remballent leurs tentacules et les poissons clowns se retrouvent à la rue. Où aller? Ce logement est déjà occupé. Le suivant aussi. Il ne reste plus qu'à se battre avec son propriétaire. C'est la descendance des poissons clowns qui est en jeu. Car ils fixent leurs œufs sur les rochers où s'agrippent les anémones de mer. Les larves sont ainsi bien protégées derrière une palissade de tentacules. Les poissons veillent sur leurs œufs jour et nuit, trient les mauvais, les éventent. Bientôt les œufs écloront et personne n'aura le droit d'approcher. La défense de leur progéniture mobilise toute l'énergie des poissons, car sans descendance, l'espèce s'éteint. Dans le récif, la diversité des modes de protection de la frayère est étonnante. Chez les balistes, le berceau est une simple cuvette, ce qui implique de monter la garde. D'aérer les œufs de temps en temps et surtout de rester vigilant. Menace en vue. Un oursin se dirige droit sur la frayère. Il faut protéger les œufs coûte que coûte. Après quelques secondes de réflexion, le baliste souffle sur l'oursin et cherche à l'écraser. Il brise sa coquille, laissant un trou béant. Avec quelques piquants dans la gueule, le baliste reprend sa faction. La surveillance des œufs n'a rien d'un jeu d'enfant. Même à deux, un couple de demoiselles
cherche la proximité d'une branche de corail. La femelle y a fixé ses œufs. Les deux parents s'activent sans répit pour maintenir la frayère propre. Un peu plus loin, la même espèce, au lieu de veiller sur ses œufs, est en train de les manger. C'est un cas extrême. Un des parents a disparu et l'adulte restant ne peut s'occuper seul de la couvée. Autant la dévorer avant que d'autres ne s'en chargent. Les dorades grises célèbrent des noces collectives. La semence des mâles se répand sous la forme d'un immense nuage. Elles sont constamment en mouvement et mises sur l'effet de nombre. N'importe quel prédateur serait désorienté. Pour protéger leurs œufs, les castagnols rouges utilisent une tactique particulière. Mais pour l'instant, le couple en est encore à marivauder. La parade nuptiale consiste à tourner en rond sans s'arrêter. Idéal pour stimuler les hormones. La ponte aura bientôt lieu. En attendant, allons voir un autre lieu de couvaison. Les castagnols noirs vivent en groupe et creusent leur nid côte à côte. Lorsqu'un intrus approche, tout le monde est prévenu. Le Bernard l'ermite constitue une menace potentielle. Les œufs riches en protéines pourraient l'intéresser. Les castagnols noirs sont nerveuses. Pour l'instant, le crustacé s'intéresse à la végétation. Que peut-il lui arriver? En cas de danger, il n'a qu'à se réfugier dans sa coquille. Mais la patience des castagnols a des limites. Il va passer un mauvais quart d'heure. Pourtant, les castagnols noirs auraient mieux fait de rester près des nids. Une bande de girelles paons a profité de l'aubaine pour se jeter sur les œufs. Elles sont déchaînées et supérieures en nombre. Une grande partie des œufs sera engloutie. Les castagnols rouges ne risquent pas ce genre d'attaque. Les œufs sont bien à l'abri dans la gueule du mâle. Une nurserie itinérante, 100% sûre. Sauf naturellement si le mâle se fait dévorer. La nuit expose les poissons à de nouveaux dangers. Les prédateurs redoublent de ruses. Les gorgones, elles, ne se compliquent pas la vie et profitent du courant. Ces tentacules sont dotés de minuscules crochets qui servent à capturer le plancton très abondant la nuit. Une comatule trotte gracieusement et se place, elle aussi, au milieu du plancton en suspension. Pour une limace, la danseuse espagnole a beaucoup de tempérament.
contrairement aux poissons ballons étoilés. La nuit, ils somnolent sur les fonds sableux. D'autres dorment dans leur chambre, comme ce poisson chirurgien. Celui-ci passe la nuit dans un sac de couchage en mucus. Et pendant que tout ce monde dort, le baliste fait la ronde. Il doit surveiller ses œufs 24 heures sur 24, les protéger des rôdeurs. Le cône a flairé un poisson endormi à l'aide de sa trompe. Il lui décoche aussitôt une flèche empoisonnée, avant de l'avaler. Deux rascasses volantes lorgnent sur les castagnols. Elles aspirent leur proie. Quitte à parfois avaler de travers. Pour la chasse à l'affût, toutes les positions sont bonnes. C'est une fin brutale. Comme quoi, même dans la bouche paternelle, les petites castagnoles ne sont pas toujours en sécurité. Les appendices cutanés des rascasses n'ont rien d'esthétique. Ils servent à rendre leur contour flou. Dans le corail, c'est le camouflage idéal. En dehors du récif, les rascasses changent de tactique. Elles chassent en bande et rabattent leur proie toute voile dehors. Leur méthode est infaillible. Elles se remettent à l'affût, guettant le moment propice. La lumière bleue des projecteurs spéciaux montre le récif sous un jour radicalement différent. Le corail flamboie d'un rose fluorescent. Un phénomène mystérieux récemment découvert. Le Bernard l'ermite se retrouve avec des feux arrière. Une masse qui rougeoie comme de la lave en fusion et qui éjecte un nuage. Quel est ce phénomène? C'est un acte de procréation, une anémone adhésive qui libère ses gamètes. Ce feu d'artifice est filmé pour la première fois. Sous la lumière bleue, le récif s'épaissit de mystère. L'armada de rascasses, toujours en maraude, utilise la lumière des projecteurs pour chasser. C'est une espèce intelligente qui s'adapte en fonction de chaque situation. Les premiers rayons de soleil raniment la ville de corail.
Une mère et sa fille, élégantes et synchrones. Une araignée de mer va prendre son petit déjeuner. Sur son chemin, ceux qui ne se poussent pas sont écrasés. Les ophiures détalent du mieux qu'elles peuvent. La station de nettoyage rouvre ses portes. La murène est une cliente régulière qui s'y rend chaque matin. Tout comme la raie à point bleu. Mais elles arrivent trop tôt. La boutique est encore fermée. La raie se campe sur ses nageoires et attend. Même chose dans la filiale un peu plus haut. Il y a déjà la queue. Les petits poissons nettoyeurs arrivent enfin et débarrassent prestement la clientèle de ces parasites. C'est au tour de la raie. On insiste sur les branchies. Il s'agit d'une forme de troc équitable, nettoyage contre nourriture. Les poissons clowns ne quittent jamais leur anémone. Dans le cas de l'anguille serpent, le nettoyage est assuré par des crevettes. C'est enfin au tour de la murène. Ses branchies regorgent de parasites appétissants. D'autres endroits de son anatomie aussi. Le nettoyeur commence par tapoter légèrement la gueule de la murène. Les préposés aux branchies prennent moins de gants. Le poisson qui nettoie la gorge devient plus intrépide. Puis s'arrête précipitamment. Les nettoyeurs quittent le navire. Le baliste Titan est lui aussi laissé en plan. Les nettoyeurs ont repéré des poissons qui viennent pour la première fois. Ils sont servis tout de suite, pour qu'ils aient envie de revenir. Les habitués vont devoir patienter. Ils passeront après les nouveaux clients. Extraordinaire ce sens des affaires chez les nettoyeurs. Certains ont tendance à faire du zèle. Le petit poisson globe n'a pas envie d'être nettoyé. Il veut juste regarder. C'est sa première visite, à lui aussi. Et il est traité en priorité comme il se doit. Enfin toilettée, la murène part en quête d'une partenaire. Celle-ci est indifférente. Qu'importe, le mâle continue. Il connaît très bien le coin. Ce qu'il voit dans l'abri suivant ne l'encourage pas. Apparemment, ces deux-là se sont trouvés. Prendre un baliste comme colocataire n'est pas idiot. Les logements sont rares dans le récif. Malgré leurs différences, les deux poissons semblent inséparables. De quoi dissuader les visiteurs de s'incruster. Sous ces airs pacifiques, le baliste Titan est capable de montrer les crocs. Cette femelle ne semble pas hostile. Le mâle se rapproche petit à petit.
le fait de montrer les dents n'est pas synonyme d'agressivité. Un petit câlin et la femelle consent à partir en balade. Le mâle est devant. Entre les deux murènes, c'est le coup de foudre. Elles accomplissent un rituel destiné à tester et stimuler le désir de s'accoupler. La plupart des techniques de survie dans le récif corallien sont inscrites dans l'ADN des espèces. L'intelligence et la réflexion n'entrent pas en ligne de compte. Mais il arrive que les poissons innovent. Par exemple, pour la chasse en binôme. Le premier, un mérou, chasse à découvert. La murène, elle, opère dans les anfractuosités. Si les deux espèces unissaient leurs forces. Justement, le mérou propose une alliance à la murène. Il se plante devant elle et rame toute nageoire dehors. Mais la murène n'entend rien à son langage des signes et reste dans son antre. Deuxième tentative. Elle réagira peut-être à une démonstration de natation. Non plus. Apparemment, ce mérou a su trouver les mots. Il dodeline de la tête. La murène comprend. Les deux partent ensemble. La murène explore les ruelles sombres qui quadrillent les coraux, tandis que le mérou écume les larges avenues à l'extérieur. Le mérou pensait qu'il n'y aurait qu'à se baisser. Il déchante. Même la murène, à deux doigts d'abandonner, doit être remotivée. Les deux poissons repartent ensemble vers le prochain banc de corail. Ici non plus, pas de proie à l'horizon. La murène a enfin débusqué quelque chose. Ensuite, tout va très vite. Le mérou et la murène profitent de la panique pour faire une razzia. Le salaire de la coopération. Les récifs coralliens regorgent de cachettes. Et pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Certains se réfugient entre des coraux acérés, d'autres entre des piquants. Une règle qui s'applique aussi aux espèces qui ont quitté le récif pour migrer dans un autre habitat. Une plongée sur une épave qui accueille ses exilés. Un poisson-lune. Derrière des gorgones et des poutrelles en acier, des mérous sont aux aguets. Les murènes ont élu domicile dans les anciennes cales du navire.
Un logement un peu exigu, mais parfaitement adapté à leur mode de vie. Tous ont trouvé leur place dans ce monde englouti et mettent à profit ses moindres replis. Jusqu'au filet de pêche, utilisé comme tente de camouflage par le congre. Certains endroits des océans sont des lieux de rencontres spécifiques, comme ici, où viennent s'accoupler les seiches géantes. Le substrat rocheux offre fissures et crevasses capables d'accueillir leurs œufs. Les femelles, plus petites, gardent leurs tentacules repliés. Elles les laissent pendre vers le bas. Les mâles, au contraire, arborent leurs gros tentacules musclés pour impressionner à la fois les femelles et leurs rivaux. Et lorsque la force ne suffit pas, il reste le jet d'encre. Inefficace. Arrière toute. Seuls les plus forts pourront approcher les femelles. Comme ce mâle qui séduit l'élu de son cœur avec un spectacle lumineux. Une fois qu'elle a consenti à l'étreinte, le mâle dépose ses spermatophores, des capsules contenant les spermatozoïdes. Aussitôt après, la femelle se réfugie dans une crevasse pour échapper aux sollicitations d'autres mâles. D'un geste protecteur, son partenaire étale ses tentacules au-dessus d'elle. Si un prétendant se montre trop pressant, il le repousse. C'est le moment que choisit un rival plus petit, travesti en femelle, pour arriver par le haut. Les tentacules pendants, il s'approche furtivement. Il a toutes les apparences d'une femelle. Le mâle en titre est occupé à chasser les indésirables. À son retour, il constate médusé la présence de 2 femelles. Il ne va pas s'en plaindre. Sauf que l'imposteur et la femelle s'accouplent en catimini, tandis que le mâle monte la garde sans se douter de rien. Lorsque l'imposteur est démasqué, il a déjà accompli son forfait. Il reçoit une correction, mais sa ruse aura porté ses fruits. Dans les océans, les subterfuges sont monnaie courante. Mais personne ne sait quels en sont les impacts sur les animaux. Y compris sur les espèces les plus étudiées, comme les requins. Nouvelle plongée, au large des Bahamas. Là où se rassemblent des centaines de requins-tigres et de requins-citrons. Les plongeurs doivent avoir les nerfs solides. Ils vont tenter une expérience destinée à savoir comment les requins réagissent face à leurs reflets. Deviendront-ils menaçants? Iront-ils jusqu'à attaquer?
Tout est anormalement calme. Le miroir est ignoré, comme s'il avait toujours fait partie du décor. Les requins l'évitent, sans que cela les perturbe. Un des requins tente de passer sous le miroir, provoquant un léger trouble. Mais la quiétude revient aussitôt. Tant d'indifférence déçoit les chercheurs. Les requins finissent par s'en désintéresser totalement. Certains s'installent confortablement sur le fond, accompagnés de leurs poissons pilotes. Mais un événement fortuit vient briser l'ambiance contemplative. La corde qui tenait le miroir se détend et le renverse. Il devient subitement le point de mire des requins. Il le renifle, le palpe, de plus en plus agité. Comment expliquer ce changement d'attitude? Qu'est-ce qui inquiète les requins? Les chercheurs avancent deux hypothèses. L'altération de l'écho des ondes sonores, ou bien la vision soudaine de la surface en lieu et place du sable habituel. Quoi qu'il en soit, les requins semblent affolés et se préparent à attaquer en bloc. Il faut remonter et se mettre à l'abri. Le monde des océans révèle une palette infinie de stratagèmes de survie. Mais c'est avant tout un milieu peuplé d'une faune étrange, dont les sentiments et les pulsions nous échappent encore largement.